Aujourd'hui, nous continuons à parler du dossier Oumo. Vous vous rappelez que vers 1930, des émissions radioélectriques émises depuis la Terre se sont propagées dans le cosmos et certains de nos voisins d'outre-espace ont reçu ces ondes radio. Alors c'est le cas des humains et donc ils reçoivent ces ondes radio et viennent dans notre système solaire pour visiter notre système solaire d'une part et pour identifier précisément la planète d'origine de ces signaux radio. Alors en 1949, ils font une première visite d'exploration du système solaire, ils visitent Neptune, Mars et font des entrées dans l'atmosphère terrestre pour collecter le maximum de données en vue d'une exploration sur le terrain. Dans Exocivilisation, nous avons reconstitué les premiers jours de l'atterrissage des humains sur Terre. C'est une exclusivité Exocivilisation. Dans les années 30-35, nous commençons sur Terre à faire des expériences radioélectriques pour communiquer des ondes radio sur toute la planète et en l'occurrence en utilisant un phénomène de rebond sur la ionosphère des ondes pour qu'elles se propagent tout autour de la Terre de manière à pouvoir communiquer des émissions radio à travers le monde. Alors ces premières expériences ont un effet induit tout à fait intéressant, c'est que non seulement ces ondes rebondissent sur la ionosphère, mais une partie de ces ondes se perdent dans le cosmos, se diffusent dans le cosmos. Notre Terre devient, dans les années 30-35, une Terre bruyante, une Terre qui devient électromagnétiquement bruyante. Il envoie des ondes électromagnétiques à travers tout le cosmos, et ces ondes électromagnétiques se diffusent à la vitesse de la lumière et se propagent donc d'une manière rayonnante autour de la Terre. « 28 mars 1950. Je me souviens encore des images du départ que j'ai moi-même vues sur l'écran hémisphérique de mon holodaxabi, salle hémisphérique, qui, dans nos sabis ou maisons, nous sert pour contempler des images à distance. Il ne serait pas très exact de le comparer aux équipements de télévision terrestre. 3 Uewa, des nefs de forme lenticulaire pour les voyages galactiques, partirent de notre Oumo, avec comme destination Oyaga, la planète Terre. En ce qui concerne le moment le plus favorable pour le départ, là aussi nous n'eûmes pas beaucoup de chance. On prévoyait la possibilité que, quelques xé, années d'Oumo plus tard, les conditions isodynamiques de l'espace seraient exceptionnellement favorables. En 1952, nous aurions pu arriver sur Terre en réalisant le voyage en moins de 30 000 ouïs, soit 64 jours, grâce à la distance incroyablement courte qui se produisit à cette époque-là. Mais la probabilité que de telles conditions se produisent fut évaluée avec un niveau suffisamment bas pour que les décisions de départ soient prises à l'avance. Les expéditionnaires portaient un message avec des instructions complexes qui pouvaient permettre une transcription relativement rapide en langue terrestre, dirigée par le Conseil général de Oumo au conseil ou chef des habitants de cette planète Terre, dans le cas où les terrestres intercepteraient nos frères. Il fallait aussi des appareils pour la purification de l'eau et sa synthèse, des équipements de sondage, de photographie. Nous utilisons d'autres systèmes de fixation des images, donc dans ce cas le mot photographie est incorrect. Les équipements XOIMA ou XI,
sonde géologique, et Uluewa, dispositif permet de capter des sons et prendre des images ou contrôler les différents facteurs physiques du milieu et contrôler à distance, ainsi que des dispositifs de défense dont nous ne pouvons vous révéler la nature pour des raisons évidentes. La dotation était complétée par des détecteurs pour la mesure des grandeurs physiques, enregistrement de fonctions géologiques et atmosphériques, équipement de télémétrie, analyse moléculaire et spectrale. À 4h16:42 TMG, heure terrestre de Greenwich, on effectua l'Oahu Leaida. Ce mot est intraduisible en langage terrestre. On appelle ainsi l'instant critique pendant lequel le vaisseau interplanétaire Uewa-OM, avec ses pilotes, subit une inversion axiale de ses particules sous-atomiques, ce qui suppose la substitution d'un système référentiel à 3 dimensions par un autre. Ce changement de dimension nous est nécessaire pour réaliser un voyage en utilisant la distance réelle la plus courte, différente évidemment de celle que parcourt la lumière dans l'autre système référentiel de l'espace tridimensionnel dans lequel nous vivons normalement. L'Oahu Leaida, vu par un observateur qui se trouve sur Terre, présente des particularités très singulières. Par exemple, l'Uewa, la nef interplanétaire de forme lenticulaire, apparaît soudainement comme surgie du néant ou disparaît automatiquement quand le processus est inverse. En réalité, la disparition est apparente car le vaisseau continue à exister au sein d'un autre système à 3 dimensions. Néanmoins, un autre vaisseau qui désirerait le poursuivre à l'intérieur du même cadre tridimensionnel, non seulement ne pourrait pas le voir, mais il ne pourrait plus établir aucun contact avec lui, tant contact mécanique que radioélectrique ou gravitationnel. La vive couleur du ton orangé que diffusent nos Uewa est due à une incandescence particulière provoquée artificiellement pour les décontaminer de tout type de germes vivants qui pourraient adhérer à sa surface. Sans adopter cette précaution, ces germes seraient aussi inversés tridimensionnellement et portés sur notre planète avec les conséquences imprévisibles d'ordre biologique facile à deviner. À l'heure citée, 3 de nos Uewa apparurent subitement en un point situé à la hauteur de 7,338 km au-dessus d'un endroit situé à quelques 13 km de la ville française de Digne et à 8 km de la localité de Lajavie, dans le département des Basses-Alpes. C'était le 28 mars 1950. Les 3 nefs descendirent rapidement, touchant terre à 4h17:03 TMG. Les pieds extensibles des vaisseaux s'enfoncèrent à peine dans le terrain rocailleux d'un contrefort alpin, non loin de celui que nous avons identifié par la suite comme pic Cheval Blanc, haut de 2322,95 mètres au-dessus du niveau de la mer et non loin du petit cours fluvial de la Bléone. Durant quelques 20 ouïes, 60 minutes, personne ne sortit de nos vaisseaux en attendant une attaque possible. Nos équipements sondèrent dans un rayon de 800 mètres l'émission possible de radiations infrarouges provenant d'êtres humains. Une grande nébulosité empêchait à ces heures de la nuit la vision directe des alentours. Les images obtenues dans la longueur d'onde de 740 millimicrons permirent néanmoins de visualiser les alentours. Des plantes d'une morphologie étrange croissaient dans les environs. La morphologie érodée du terrain permettait de reconnaître quelques accidents accusés comme le lit de la rivière citée. Jusqu'au matin suivant, l'on ne parvint pas à identifier la nature d'un groupe de lumière blafarde qui apparaissait en 3 points définis dans le lointain. Rassurés parce que n'apparaissait aucune trace détectable d'être humain dans les environs, 4 de nos frères non expéditionnaires descendirent parmi les 36 qui composaient la dotation totale des 3 nefs. Ils étaient munis d'équipements protecteurs et de dispositifs de défense. L'une des Uewa se maintenait suspendue à 30 cm du sol pour couvrir leur retraite en cas d'attaque par couple. Ils se consacrèrent pendant
10 ou oui, 30 minutes à l'exploration des environs, sondant continuellement le sol pour détecter d'éventuels bruits souterrains provenant d'installations humaines dans le sous-sol. De telles précautions peuvent vous paraître ingénues, mais pour nous à cette époque-là, l'hypothèse de l'habitat souterrain des êtres humains n'était pas encore écartée, loin de là. Néanmoins, l'endroit paraissait désertique. Furent recueillis au du sol quelques insectes et arrachés quelques espèces végétales identifiées ensuite selon la classification botanique de la Terre comme Valeriana celta et Erica carnea. Celles-ci furent menées dans le vaisseau où tous purent les examiner avec une curiosité réjouie. Comme il fallait s'y attendre, la morphologie de ces petits animaux et plantes différait des espèces connues sur Oumo. Peu après, sortaient les 6 expéditionnaires, accompagnés de 20 membres d'équipage. Il était nécessaire de commencer les travaux d'une construction souterraine d'urgence. On réalisa une évaluation expérimentale des caractéristiques du sol. Ce qui nous frappa le plus, ce fut l'absence de titane dans la composition chimique des roches de la Terre. Sur notre sol d'Oumo, cet élément chimique est aussi fréquent que l'aluminium dans les argiles terrestres. Furent aussi détectés de nombreux phénocristaux, inclus dans les roches porphydiques. La désagrégation des roches ignées était de plus évidente en constatant la composition dosimétrique de sable. Il était nécessaire de réaliser la perforation en fondant à grande température des grès et des calcaires. La haute composition silicieuse du sol provoqua au début un sérieux problème qui fut rapidement résolu. Et les matériaux ainsi fondus furent transmutés en un isotope d'azote. De cette façon, à l'extérieur n'apparaissait pas d'état de terre qui aurait révélé notre présence à d'éventuels observateurs humains. On travailla toute la nuit jusqu'à 7 heures. Peu avant l'aube, nos Uewa se déplacèrent dans un petit bois d'étranges arbres à feuilles filamenteuses, identifiés ensuite sous le nom terrestre de Pinus montana. La galerie, ouverte dans le sol, d'une longueur de 4 mètres et d'une profondeur de 8 mètres, fut étayée avec des igaiu, sorte de cintre extensible modulaire d'un alliage de magnésium très léger, et se maintenait à température très élevée, quelques 500 degrés, bien que la fusion au moyen d'un processus énergétique nucléaire des produits ou des composés du sous-sol s'accompagne ensuite d'un refroidissement très rapide. De plus, il était nécessaire de résoudre le problème de la condensation de vapeur d'eau sous forme de petits nuages qui, en émergeant de la galerie, en une haute colonne, pouvaient révéler notre présence. Il fut nécessaire d'obstruer la bouche du tunnel ou galerie avec une plaque plastique et de recueillir aussi par aspiration les fumées produites à partir de la combustion des substances organiques du sol. Le jour réserva aux expéditionnaires un beau et nouveau spectacle. Pour la première fois, ils se trouvaient face à un nouveau monde, une structure géologique nouvelle. Le ciel était plus indigo que sur Oumo. De nombreux stratocumulus couvraient ce jour-là le ciel de la région. Bientôt fut remarquée la présence de 2 structures artificielles, d'humbles habitations, situées à 1,3 et 1,9 km respectivement. L'origine des lumières aperçues le matin fut parfaitement éclaircie. Elle correspondait aux cités ou petites localités de Digne et Lajavi. La forme anarchique des étranges constructions attira notre attention. Dans Digne apparaissait dominante une étrange tour que nous sûmes bientôt correspondre à une ancienne cathédrale catholique romane du XIIIe siècle. Les instruments optiques de fort grossissement révélèrent les images des premiers êtres terrestres. On ne notait aucune activité exceptionnelle ou de nervosité parmi ces personnes sûrement ignorantes de la présence de nos frères dans leur voisinage. On trouva à 200 mètres d'étonnants piliers prismatiques avec d'autres matériaux artificiels. Tout était en ruine. On se trouvait devant la première œuvre enregistrée et provenant d'êtres humains terrestres. Plus tard, nous avons su qu'il s'agissait d'un ancien petit hangar pour le stockage d'aliments, mais la découverte remplit nos frères d'émotion. Nous vous disions que la première opération réalisée fut de creuser une galerie pour permettre les équipements des expéditionnaires et qui puissent en même temps servir d'abri préservé face à une hypothétique attaque des terrestres. On entreposa dans cette galerie des aliments synthétisés qui auraient permis à nos frères de survivre durant 250 xi. Un xi équivaut à une rotation de notre planète, soit
30,9 heures. Le 29 mars, ils terminèrent les travaux d'adaptation de la galerie souterraine. Il fut nécessaire d'accélérer la réfrigération de ses parois pour permettre le stockage du matériel. Les ingénieurs terrestres peuvent être surpris par ce fait en rapport avec la réfrigération. C'est parce que nos méthodes d'excavation sont différentes de celles des terrestres. Nous utilisons la fusion à très haute température des roches, sables et limons du terrain en contrôlant l'expansion des gaz qui sont immédiatement transmutés en azote et oxygène. En plus d'obtenir une plus grande rapidité, nous évitons ainsi de multiples effets secondaires. Bien entendu, on réalise à l'avance une étude géologique du terrain, non pas par des méthodes sismographiques ou de sondes électriques, mais par l'analyse avec un procédé stéréographique, semblable aux rayons X terrestres. On obtient ainsi une image qui révèle non seulement la composition des différentes strates, mais aussi la position des vides situés à une grande profondeur. Les systèmes de coffrage gardent une certaine ressemblance avec les terrestres. Sur Oumo, on construit par exemple des modules de coffrage in situ. La silice et le titane des roches, une fois fondus, sont transmutés en magnésium et aluminium, avec lesquels on construit des igaïu, des arcs métalliques semblables aux cintres terrestres. Nous disions qu'il fut nécessaire d'accélérer les travaux à cause de l'inquiétude que pesait sur les expéditionnaires. En premier lieu, on ignorait si les conditions isonydémiques de l'espace allaient varier dans les ouïes suivantes, en empêchant le retour dans des conditions de temps acceptables le reste de l'équipage. En second lieu, la nuit antérieure, les Ouéoa-OM, les astronefs, avaient été transportés vers un bosquet de pins voisins, mais malgré cela, on craignait la possibilité qu'ils puissent être vus par des habitants terrestres. Il n'était donc pas prudent de les laisser stationner là, et le 29 mars à 11h du matin, heure française, les explorateurs et les membres de l'équipage célébrèrent un émouvant départ. Nous avons des images de ce départ. Les mains de chacun sur la poitrine de son frère, comme c'est notre coutume, indiquèrent le moment du départ. Personne ne prononça une parole. 30 membres d'équipage montèrent dans les vaisseaux. Rapidement, ceux-ci recommencèrent le processus de l'Aïe-Aïe-Douni. Les zones superficielles extérieures élèvent leur température jusqu'à l'incandescence. De cette manière, les germes vivants sont détruits pour obtenir une stérilisation parfaite. Les 3 Ouléois s'élevèrent à une hauteur de 6 km. Les explorateurs contemplèrent leur disparition apparente quand se produisit à cette altitude la seconde Oahu, Léaïda, pour le retour. Ce même jour, 2 de nos frères reçurent l'ordre de réaliser une première exploration à une certaine distance de la galerie, pendant que les autres poursuivaient les travaux dans celle-ci. L'entrée de la galerie se trouve sur l'un des contreforts montagneux de la région, pas très loin du pic du Cheval Blanc. De là, on domine toute la vallée, dans laquelle coule la rivière Bléone. Avec un bon instrument optique, on voit parfaitement les édifices de Digne, sa vieille cathédrale, et même fragmentairement, on peut observer le Besse et quelques tronçons du chemin de fer. On peut également observer parfaitement le hameau de la Javie et quelques constructions humbles des environs. Comme information intéressante, nous vous dirons que l'historique galerie existe encore, renfermant à l'intérieur une partie de l'équipement scientifique d'origine, comme menèrent nos frères. Son accès est parfaitement camouflé. Le jour peut être pas très loin, où nous présenterons officiellement aux organes gouvernementaux de cette planète. Et nous ferons donation de ces installations au gouvernement français, comme remerciement symbolique de notre civilisation à celle des terriens. La première exploration de nos frères, effectuée dans la soirée du 29 mars, donna un résultat imprévu pour nous. Pour vous, l'incident peut paraître vulgaire et de ce fait, vous jugerez notre pondération ingénue et même comique, mais le résultat impressionna fortement nos frères. Pour mieux nous faire comprendre, il est nécessaire que vous vous placiez dans le cadre mental d'un Noémie, un homme qui vient juste d'arriver sur une planète inconnue, dont il ne connaît, au niveau des moyens d'expression, que quelques sons modulés, enregistrés par nos équipes de détection radioélectrique, et dont le jargon inintelligible n'offre pas encore des bases sérieuses d'études. Vers 6 heures de l'après-midi de cette date, Adaha, 66, fils de Adaha, 65, maraudant dans les environs en compagnie d'un autre frère, et pendant qu'ils arrachaient par-ci, par-là, de petites branches et des feuilles pour les analyser ensuite dans les arbustes inconnus, observa aux environs de
2 grands arbres, des pierres amoncelées et noircies, la structure des fragments de roche permettant de les identifier comme étant des calcaires. Des cendres répandues autour faisaient deviner qu'elles avaient été utilisées pour un feu. Mais ce n'était pas cela le plus intéressant. À 1,8 enmo, un enmo étant égal à 1,9 mètres, ils localisèrent des fragments d'une lamelle blanche jaunâtre, flexible et fragile, froissée, pleine de caractères ou de signes, de manière évidente, écrits par des êtres humains. 3 d'entre eux paraissaient tachés par des matières fécales. Une multitude d'animaux volants inconnus prirent leur envol. On peut penser qu'il s'agissait de mouches ou de moucherons. La découverte fut jugée très importante, et ils retournèrent immédiatement à la galerie. La structure microscopique de ces feuilles fut très vite analysée. La texture était inconnue pour nous. En effet, sur Umo, l'on n'utilise pas la pâte de cellulose pour la fabrication du papier, et les signes aux caractères codés révélaient qu'ils n'avaient pas été manuscrits mais imprimés au moyen de moules standards. Sans aucun doute, on avait employé un liquide pour l'impression, l'encre d'imprimerie. Ceci était étonnant pour nous, car en effet, nos anciens systèmes d'impression de caractères pour leur lecture, soit employaient un système électrostatique de projection de poudre colorée, soit brûlaient légèrement la surface de la feuille imprimée. Actuellement, nos systèmes de fixation d'images et de caractères se basent sur le virage des molécules de la feuille, où l'on va procéder à l'impression, les transmutant en d'autres types chromatiques. C'est-à-dire que l'on ne transfère pas par l'intermédiaire d'un caractère d'encre, mais que l'on provoque une réaction chimique sur la surface imprimée elle-même. La présence de matière fécale constitua au début une énigme. Leur analyse révéla la présence de cellules épithéliales, sans doute issues des glandes intestinales humaines. On fit une liste des hypothèses probables. La plus soutenue était de lui attribuer un caractère rituel. Peut-être les humains, quand ils étaient en désaccord avec les idées exprimées dans un document écrit, le barbuyait-il de la sorte. Entre autres suppositions, on fit également celle qui, maintenant semble évidente à tous, sûrement un berger avait dû utiliser ce fameux journal à des fins hygiéniques. Le 30 mars 1950, 2 de nos frères virent des animaux vertébrés avec des protubérances pointues sortant du crâne. Au total, ils en comptèrent 8. Elles paraissaient situées à une distance de 350 mètres terrestres. L'on donna des ordres opportuns pour une approche en étant pourvus d'équipements de défense. Nos frères allaient couverts des wego, des vêtements. Leurs aspects extérieurs étaient celui de vulgaires bleus de travail terrestres très serrés. En réalité, il s'agit d'une fine pellicule qui a été pulvérisée au moyen d'une tuyère d'aspersion sur l'épiderme du thorax, du dos, des bras et des jambes. C'est une substance dont la base principale est constituée par un composant de silice en dissolution colloïdale. Cependant, nos frères Dumeau, déplacés à cette époque, adoptèrent une couleur grise dans un souci de camouflage efficace. Nous vous expliquons ces petits détails car l'incident que nous allons vous raconter fut à cette époque-là très surprenant pour nous. Nos 2 frères se mirent en marche vers le troupeau d'animaux que nous vous avons indiqué. Il s'agissait simplement de vaches et de bœufs, mais à ce moment-là, un tel animal inconnu sur Umo nous était totalement étranger. Seule l'évidence des mamelles permettait d'identifier le sexe de ces êtres. Enfin, ils arrivèrent aux environs de ce groupe. Avant de s'approcher davantage, ils commencèrent les opérations habituelles d'enregistrement de sons et d'images, des champs électrostatiques et gravitationnels émis par ces animaux. Se trouvant à une distance de 15 mètres terrestres, ils observaient avec fierté la conduite particulière de ceux-ci, qui, tout en ayant remarqué la présence de nos frères, continuaient à paître sans bouger. Soudain, derrière un grand rocher des environs, un être humain, sans doute adolescent, vêtu d'une forme étrangère à nos toilettes. Ses vêtements ne ressemblaient pas aux images qui avaient été enregistrées jusqu'alors. Le sexe de l'enfant s'avéra être masculin, mais au début, il fut impossible de l'identifier en tant que tel. Il s'agissait d'un enfant de 11 ans qui surveillait le troupeau de son père, mais tout cela nous devions le savoir plus tard, comme nous vous le raconterons. Sans bouger de leur position, ils sollicitèrent des instructions du chef de la base souterraine. L'enfant avait dans les mains une substance blanc jaunâtre, du pain, qui contenait aussi un produit noirâtre. Il s'agissait sûrement de confiture ou de charcuterie. Le rapport d'origine, écrit il y a maintenant 18 ans, ne le spécifie pas. L'enfant mangeait tranquillement sans se troubler, devant la présence de nos frères, qu'il regarda avec attention, sans paraître trop surpris. Le petit Houguet leur adressa quelques mots évidemment inintelligibles. Ensuite, en voyant qu'il n'obtenait pas de réponse, il s'approcha encore plus.
et en mettant les mains devant le front, il les regarda avec plus d'attention. Il est étonnant de constater la série d'équivoques qui suivit. Analysant par la suite la conduite de l'adolescent, il s'appelait Pierre, il fut évident que le geste de mettre la main sur le front était simplement pour se protéger du soleil, étant donné que nos frères étaient de dos au soleil. Mais ils interprétèrent une telle mimique comme un salut, et ils firent le même geste, ce qui dut surprendre encore plus le jeune garçon. En voyant l'attitude passive de nos frères, il appela son troupeau et se retira en saluant timidement. Les explorateurs qui, durant tout l'incident, n'avaient pas bougé de leur poste, et suivant ainsi les instructions du chef de notre groupe, retournèrent à la base profondément préoccupés. Immédiatement commença un débat pour étudier la situation. La surprise fut si grande que l'on n'avait même pas enregistré les images de l'enfant terrien, ce qui aurait peut-être aidé, moyennant l'analyse des gestes, à interpréter l'attitude de celui-ci. La situation fut jugée si grave qu'ils décidèrent qu'il convenait de se mettre absolument en contact avec Kumo par voie télépathique. Mais après tout, il était juste de reconnaître que des situations comme celle-là, et même pire, avaient été prévues avant l'arrivée sur Oyaga, planète Terre. L'on opta pour les mesures de défense et de protection qui se révélaient les plus adaptées dans cette situation. L'entrée de la galerie fut fermée et camouflée, et décidant de ne pas sortir de là avant un temps de 1200 ouïes, c'est-à-dire 60 heures terrestres. L'unique contact avec l'extérieur était constitué par les dispositifs d'aération et ceux de vision optique et d'enregistrement des images, sons et champs de force. Le 31 mars 1950, 467 ouïes, 23 heures terrestres, depuis l'incident sérieux que nous venons de vous raconter, on n'observa pas de signes extérieurs anormaux, aussi bien dans les environs que dans le village de Lajavi, le seul accessible par les champs optiques des équipements d'observation. Le 31, donc, vinrent croiser à une distance de 377 enmo, soit 630 mètres, le groupe de vaches vu la veille. 9 exemplaires cette fois-ci, et le même Houguet. Cette fois-ci, son image fut captée fidèlement au niveau de ses mouvements et amplifiée si bien en ce qui concerne les détails de sa morphologie physiologique que de sa tenue. Dans les 500 ouïes, 25 heures terrestres, qui suivirent, on capta les images de 2 autres êtres qui croisèrent le champ optique d'observation, mais à une distance plus grande de la route suivie par le Houguet. Il s'agissait de 2 hommes adultes. En faisant le bilan respectif de ces journées, nous devons nous étonner de ce qui arriva. Les faits ayant été déduits plus tard après diverses discussions. Par exemple, il est incroyable que l'enfant Pierre, qui vit actuellement, nous omettons son nom pour des raisons évidentes, ne se soit pas plus étonné par notre tenue et ne court pas nous dénoncer à ses parents ou aux autorités de Digne. Ce jeune, qui jamais ne connut véritablement notre identité, bien que nos contacts avec lui furent fréquents, il confessa que les étranges vêtements serrés n'attirèrent jamais son attention. 2 ans auparavant, il avait vu 3 topographes, allemands ou suisses, prenant des mesures dans les environs. Et la seconde expérience ne le surprit pas davantage. Il dit qu'il nous prit pour ce que nous étions en réalité, des étrangers. La curiosité enfantine, insatisfaite, l'induisit à nous rencontrer de nouveau pour la satisfaire, et il n'eut pas le courage de dire quoi que ce soit à son père, craignant, avec raison, que celui-ci conseille de pas s'approcher d'inconnus. Il confessa sa désillusion quand il constata le lendemain, le 31, que les étrangers n'étaient pas là. Durant les ouïes qui précédèrent la seconde sortie, on s'occupa à confectionner avec des lames de haé ouillé une substance flexible et élastique de couleur grise, et des tenues qui ressemblaient vaguement aux vêtements des adultes dont les images avaient été captées le 31. Les boutons furent imités avec un alliage d'aluminium, même si l'on ignorait encore la véritable fonction de ceux-ci. Les cravates furent confectionnées avec de la pâte d'iguxo de couleur noire et d'une seule pièce, car le nœud et la bande
vus sur les images ne permettaient aucune idée de leur aspect topologique extérieur. Et comme la poche de l'un des sujets aperçus sortait un mouchoir, on imita ce détail, tout en ignorant sa fonction. En faisant dépasser d'une fente d'un soi-disant costume une feuille froissée de Gixax ou Ixa, un produit alimentaire synthétique qui se présente sous forme de fines lamelles. Maintenant, nous réalisons avec l'horreur l'effet qu'aurait produit cette tenue si nos frères s'étaient promenés dans la rue principale de Digne. Aucun observateur n'aurait confondu les tissus classiques qui servent pour les vêtements classiques avec cette grossière imitation. Cependant, les critères rigoureux de nos frères évitèrent ce danger. Il s'agissait seulement de sortir pendant la nuit ou en fin de soirée. Le 2 avril 1950, après avoir vérifié que notre présence ne semblait avoir provoqué aucune alarme, et tout en admettant l'hypothèse plausible que même si les terrestres informés de notre présence étaient en train de nous surveiller en secret, il fut décidé de sortir en plein jour, pourvus des vêtements improvisés imitant le style terrestre. Nos deux frères avaient avec eux, cette fois-ci, des équipements d'enregistrement et de défense, un exemplaire du message rédigé avec les symboles idéographiques d'interprétation facile dont nous avons déjà parlé et d'un fragment du journal Figaro trouvé dans les jours précédents, éparpillé au sol et couvert d'excréments. L'on décida d'aller à la recherche de l'enfant terrien qui habituellement accompagnait les mammifères vus quelques jours auparavant. En les voyant, Louguet salua avec les mains, sans que nos frères comprennent exactement s'il s'agissait d'un geste hostile de salut ou d'alarme. Ils optèrent donc pour rester arrêtés en attendant la réaction de l'adolescent. Celui-ci s'approcha, semble-t-il, sans peur, et dut demander quelque chose. Cette fois-ci, il semblait surpris en voyant les vêtements plus étranges que le jour antérieur, bien qu'ils fussent agis cette fois-ci d'imitation de vêtements terrestres. Il est aussi curieux de constater que Louguet les reconnut, malgré la différence de tenue. Louguet sortit un étrange récipient, il s'agit d'un thermos, et leur offrit son contenu, après avoir défait un autre paquet contenant des aliments. Une discussion par geste très animée commença. Un de nos frères, tout en sachant le risque qu'il prenait au cas où les aliments auraient eu leurs protéines orientées dans l'autre sens, vous savez que les molécules protéiniques peuvent être dextrogires ou lévogires. Il osa accepter les viandes pour ne pas éveiller les soupçons, tout en prévenant son frère de refuser. Ce fut la première fois que l'un de nos frères ingurgita des aliments terrestres. Ceux-ci finalement ne furent pas nocifs. L'enfant terrien ne semblait pas très étonné du langage de nos frères, pendant que ceux-ci pensaient étonnés, stupéfaits, que l'enfant n'était pas surpris du fait que ces êtres venaient d'une autre planète. N'oubliez pas qu'alors, nous croyions encore que les terriens comprenaient tous leur propre langage, dont des fragments avaient été différenciés par nos spécialistes qui avaient capté vos émissions radioélectriques. Georges Bidault s'est rendu à Strasbourg afin de présider l'ouverture des travaux de la Commission des Affaires Générales du Conseil de l'Europe. Cette commission est destinée à mettre au point le rôle politique, économique et social du Conseil dans la vie européenne. Au collège militaire d'Ankara, les nouvelles unités de l'armée turque ont été passées en revue avant leur départ pour les zones frontalières d'Arménie et d'Azerbaïdjan. Entièrement réorganisée depuis 3 ans et équipée par des armements américains, l'armée turque est maintenant prête à faire face à toute éventualité. La mode, qui a ses lois, madame, sa fantaisie et ses rigueurs, a aussi ses à côté. Et pour ce printemps du demi-siècle, la haute couture parisienne a fait un abondant usage de cet accessoire indispensable de l'élégance féminine, le cuir. Il est partout. Au cou de votre chien et sur son dos, sous votre bras aussi, abritant ce charmant désordre qui vous suit partout et qu'on nomme sac. Si vous fumez, il abritera vos cigarettes. Et si vous êtes sportive, il ornera l'école de vos ensembles de plein air. Vous retrouvez encore le cuir sous la forme de ceinture pour souligner votre ligne. Et pour conduire ou simplement protéger vos mains de la fraîcheur du matin, il épousera la forme de vos doigts. Remerciez-le, madame, car il est un de ces détails qui font votre élégance.
Pendant que le berger prenait nos expéditionnaires pour de simples étrangers, ceux-ci étaient convaincus que l'adolescent avait deviné leur origine extraterrestre. Un de nos frères commença la tâche immédiate de signaler divers objets pour que Louguet traduise dans sa langue le signifié. Le petit comprit très vite ce que l'on attendait de lui, et très fier de son rôle de professeur, il traduisit en français une riche gamme d'objets et de verbes faciles. Nos frères sortirent le fragment du journal en langue française, et l'enfant, quoique avec certaines difficultés, lut parfaitement des paragraphes entiers. Vous ne pouvez imaginer la joie intérieure de nos frères. Les gestes et les mots de l'enfant étaient enregistrés optiquement et phonétiquement, sans que celui-ci s'en aperçoive. Nos frères de la galerie souterraine suivaient les événements fidèlement grâce à un équipement transmetteur d'ondes gravitationnelles. Vous-même pouvez vous douter de la transcendance que revêtait pour nous, non seulement de connaître la signification de quelques phonèmes en langue terrestre, en l'occurrence en français, mais aussi l'interprétation phonique des symboles ou lettres imprimées sur un document, même si nous ignorions encore leur signification profonde. Dans cette journée, 119 mots correspondant à des objets visibles dans la campagne, à des parties du corps humain, à des verbes représentant quelques actions topiques telles que prendre, manger, boire, etc., dans leur forme infinitive, nous furent révélés par cet Houguier terrien.